Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous avez l'habitude de nous entendre tous les vendredis et tous les mardis, et dans le cadre de l'émission Les Échos de la Finance. En général, c'est M. Clan qui fait l'introduction. Aujourd'hui, nous avons choisi de renverser les rôles plutôt, en faisant de lui la personne principale de l'intervention et moi l'intervieweur. Donc, nous vous souhaitons bonne écoute. Monsieur Clan, bonsoir, bienvenue à Métropole. Bonsoir William Savary, merci d'avoir pris ma place ce soir. Très bien. Ça me fait un petit peu drôle d'être l'invité, mais bon, on va s'y habituer quand même. Bon. Maintenant, les dernières interventions que nous avons eues, nous avons évoqué la question du transport en commun, le transport public, les politiques publiques du transport. Et M. Clan a eu la chance, dans sa carrière, de mener des recherches sur le mécanisme de l'amélioration du transport en commun. Et avec lui, ce soir, nous allons reviser les recherches qu'il a eu à mener et peut-être apporter de la lumière. Pas seulement le transport en commun, la circulation en général. La circulation en général. Qui englobe, bien entendu, les transports en commun. Oui. Mais faisons un état des lieux. Qu'est-ce que vous avez pu constater? Absolument. Bon, l'état des lieux, je crois qu'il est assez facile à faire et toute personne qui a eu l'occasion de circuler en Haïti, disons, résumons à Port-au-Prince, s'est bien rendu compte que circuler en Haïti, c'est un cauchemar. Circuler à Port-au-Prince ou dans toutes les villes de la République? Bon, je n'ai pas eu la chance de conduire dans toutes les villes de la République, mais la circulation au Cap, par exemple, sauf que les rues de la vieille ville du Cap sont très étroites, et que ça crée parfois des petits embouteillages, mais le carénage, tout ça, c'est clair. Les cailles, pas trop de problèmes. Gonaïves, beaucoup de motocyclettes. Beaucoup de motocyclettes à Gonaïves. Bon, sinon, Saint-Marc, on se contente de traverser Saint-Marc, plutôt que, sauf si on a quelque chose de particulier à faire. Mais, bon, vaut mieux se concentrer sur Port-au-Prince. Très bien. Concentrons-nous sur Port-au-Prince. État des lieux, c'est l'anarchie totale. C'est bon. Ce document et ces recherches auxquelles vous avez fait allusion, je les ai retrouvées. J'avais fait ça en septembre 2007. Et depuis, il n'y a ça pas fait eu 15 ans. Depuis, il n'y a pas eu d'amélioration. Il n'y a pas eu une virgule à changer. Par contre, il y aurait eu beaucoup de choses à rajouter en plus. Ouais. Tant la dégradation est marquée. Alors, est-ce que, d'après vous, la dégradation a eu lieu à cause du nombre des motos que nous avons maintenant, le nombre de tap-tap, l'état piteuse des routes, la dégradation des rues? Les causes sont multiples et il est évident que l'accroissement du nombre des motocyclettes n'a pas arrangé les choses. D'autant plus que les motos sont particulièrement indisciplinées. Bon, alors, bien sûr, quand on est automobiliste, la hantise, c'est d'avoir une moto qui vous accroche ou tout, parce qu'en plus, ils deviennent très agressifs dans ces cas-là. Ça n'a pas arrangé les choses, c'est certain. Okay. Et le fait que la ville soit aussi sale, ça n'arrange pas non plus. Bien entendu. Bien entendu. Quand il faut éviter des piles de fatras au risque de gêner la circulation, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Mais si on reste dans la circulation même, j'ai envie de lancer un cri d'alarme, mais vraiment de tirer la sonnette d'alarme du plus fort que je peux, parce que si de 2007 à aujourd'hui, 15 ans après, les choses non seulement ne se sont pas améliorées, mais se sont empirées, si on continue sur cette voie-là, dans quelques années encore, la circulation deviendra tout simplement, non pas cauchemardesque, mais impossible. Je dois vous signaler, en fait, l'impossibilité
de la circulation dans le pays. Il y a tellement de bouchées, il y a tellement de bouchons plutôt. Ce que ça empêche même aux gens d'arriver au travail à l'heure. Et lorsque les gens ne parviennent pas à arriver au travail à l'heure, ça décroît la productivité d'une entreprise. Non, mais il y a ça. Et du point de vue de la finance et de l'économie également, vous imaginez le nombre de centaines de milliers de gallons de gasoline qui sont gaspillés dans les blocus? Absolument. C'est colossal. En fait, aux États-Unis, par exemple, je sais peut-être qu'ils l'ont également fait en Europe, et pour adresser ce problème, ils ont inventé le système de toll prépayé, de tollage prépayé. Donc, s'il n'y a pas assez de bouchons pour traverser les ponts, etc. Nous n'avons pas le problème de péage. C'est pas venu. Non, là, les causes des embouteillages, on peut peut-être évacuer cette question très rapidement. Les causes des embouteillages, 9 fois sur 10, c'est l'indiscipline. L'indiscipline. Quand vous avez une file d'attente, un petit blocus quelque part, un petit embouteillage, dans une rue pas trop large, une rue où vraiment on peut circuler à double sens, pas plus, et que vous avez j'appelle ça entre guillemets un intelligent, mais intelligent dans le sens créole du terme, qui double tout le monde, et qui arrive nez à nez avec le gars qui va en sens contraire. Le gars, et qui est dans son droit. À ce moment-là, ou bien M. fait main au risque de vous frapper, ou bien il oblige l'autre à monter sur le trottoir. Ça, c'est de l'indiscipline. Maintenant, selon vous, est-ce que c'est une question que les municipalités devaient résoudre, ou ceci devait se résoudre au niveau national, au niveau étatique? Ça ne peut pas se résoudre au niveau des mairies. Les mairies doivent participer, mais seules, elles ne peuvent rien faire. Il faut que ce soit un mouvement vraiment de toutes les parties prenantes. Ouais. Et c'est là aussi, je crois qu'il faut dès à présent clarifier le point. Ça doit être une politique qui trouve un équilibre, un bon équilibre entre l'aspect préventif et l'aspect répressif. L'aspect répressif est obligé. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui, il faut qu'il y ait des sanctions. Le bon bâton. Il faut qu'il y ait des sanctions. Ou le bâton, ou ça coûte. Oui, mais c'est ça aussi. Le bâton, c'est le bâton sur le portefeuille. Ah oui. Oui, toutes les formes de bâton. Et pour ça, pour que les choses soient faites en toute équité, il faut également un aspect pédagogique. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a jamais étudié le code de la route, parce qu'il n'y en a pas, de respecter le code de la route. Maintenant, est-ce que, selon vous, ceci devait être enseigné dans les auto-écoles? Absolument. Mais au niveau de la police, il y a des formations qui ont été faites pour enseigner aux policiers le code de la route. Mais ce sont seulement les policiers qui le savent. Bon, oui, non, mais voilà une anomalie. Ouais. Mais dans la formation des policiers, j'aurais une petite parenthèse à en faire aussi. Il faudrait sérieusement que les policiers soient entraînés à régler la circulation. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais il y a certains carrefours où quand il n'y a personne, ça passe merveilleusement bien. Mais dès qu'il y a 2 policiers qui se piquent de faire la circulation, c'est un bordel complet. Voilà. Avant-hier, j'ai passé 40 minutes sur Delma 48, en venant ici. 40 minutes sur Delma 48, dans un blocus complet. Au carrefour? Non, sur toute la route. Sur toute la route, on restait 5 minutes, on avançait de 3 véhicules, on attendait encore 5 minutes, etc. Et arrivé au carrefour 48 Delma, il y avait 2 policiers qui étaient là. Qui faisaient quoi? Qui gesticulaient. Ouais. Donc, d'après vous... Et à chaque fois que ces policiers se mêlent de régler le trafic, Delma 48 est bloqué. Donc, selon vous, ce sont les activités des policiers à Delma 48 qui sont à la base de à Delma 48, et il y a également quelques
quelques policiers ou des soldats, je ne sais pas à quel combat, du BIM, qui de temps en temps s'installent au carrefour Musso, sur John Brown et Musso, du côté du Premier ministre. Dès que ces deux individus essayent de réguler la circulation, le trafic sur la route de Bourdon commence au réservoir de Bourdon. Qu'est-ce que vous pensez peut-être quelles sont par exemple les mesures que vous avez pu synthétiser dans votre recherche? Il y a des mesures à prendre immédiatement, il y a des mesures à moyen terme, il y a des mesures à long terme. Allons immédiatement, qu'est-ce que vous pensez? Immédiatement, débarrasser les rues, pas les rues principales, heureusement c'est fait, mais les rues secondaires, de toutes les épaves de voitures qui sont là depuis des semaines, des mois, parfois des années. C'est une cause de danger et ça crée des embouteillages. Travailler tout de suite à créer un code de la route. Si vous voulez acheter un code de la route demain matin... ça existe. Oui, mais c'est nul. Le code de la route qui existe est nul. Bon, est-ce qu'il faut commencer à faire tabula rasa ou bien est-ce qu'il faut peut-être améliorer l'existant et faire venir les experts? Non, un code de la route, on n'a pas inventé la roue. Il suffit de regarder les codes des pays organisés, s'en inspirer et faire un code de la route. Le problème que nous aurons, c'est dans la diffusion de ce code de la route et comment il va être reçu par la population. Nous avons un grand problème d'analphabétisme. Et même si on fait une version française et créole, il y a des gens qui ne pourront pas y avoir. Donc, dans notre cas à nous, il faudrait une version en français, il faudrait une version en créole et il faudrait l'audiovisuel. Et commencer à mettre sur pied une politique où, dès la classe de seconde, les enfants puissent, 1 heure par semaine, être sensibilisés aux problèmes de circulation. Vous avez un point important qu'il faut souligner, par exemple, pour conduire, effectivement, il faut passer par une école, une auto-école, obtenir une licence. Mais les gens doivent se rendre compte, l'obtention de la licence, c'est vraiment un permis de travail. D'où la nécessité de bien maîtriser les codes de la route, parce qu'il faut conduire de façon responsable pour ne pas causer... Pour soi et pour les autres. Et aussi, surtout pour celui qui vous a donné un emploi. Parce que toutes les fois qu'il y a des accidents, c'est l'employeur qui va être mis sur la sellette. Oui, non. Le passage par l'auto-école devrait être obligatoire. Vous savez comme moi que la plupart des gens qui ont des... Enfin, la plupart, non, je corrige. Beaucoup de gens qui ont des licences aujourd'hui dans leur poche, ce sont des licences qui leur ont coûté quelques centaines de dollars. Oui, et ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui ont vraiment subi les épreuves. Il y a l'ACHTEL. C'est comme l'inspection des véhicules. Dans ma jeunesse, sous le président Magloire, le service d'inspection des véhicules au Bas de Delma, en face de l'ancien aéroport, c'était du travail sérieux. L'inspection des véhicules durait 10 minutes. Et ils inspectaient tout, les lumières, les freins, les clignotants, les starters. Est-ce que la voiture pouvait démarrer avec la clé ou bien il fallait la pousser et la faire prendre sur le clutch? La qualité des freins. Vous deviez accélérer sur la longue piste, c'est pour ça que c'était sous ce dôme, sur la longue piste, et au moment où le policier vous faisait signe, vous écrasiez le frein et il calculait la distance de freinage. Et s'il va de bon, vous aviez sur votre pare-brise un long turban, un long truc, à peu près 40-50 cm, sur un pouce ou deux de largeur, marqué « Insécurité ». Et vous aviez 15 jours pour réparer. Donc après, il faut aussi signaler que certains pays, peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait contempler en Haïti, certains pays vous exigent de pouvoir faire, par exemple, un tune-up, remplacer les pneus, avant d'obtenir la licence de conduire une voiture.
le permis de conduire, permis de conduire. Bon, Donc, oui. il y a vraiment Oui, non, beaucoup d'améliorations à apporter, non seulement au niveau de la politique du transport en commun, mais aussi dans la formation des gens qui conduisent les voitures. Absolument. Hein? Code de la route, de bonnes auto-écoles, un service d'inspection des véhicules qui fasse véritablement son travail, mais vu le nombre de véhicules, bon, actuellement, je crois, dans la zone métropolitaine, il y a deux. Il y a celui du Bas de Delma et il y a celui de Pétionville. Absolument. Mais bon, il en faudrait un sur la route de Carrefour et un sur la route du Nord, parce que sinon, bon, le jour où on doit passer l'inspection, on y passe la journée. C'est pas, donc, il faut former les gens. Donc là, il faut souligner que tout ce que vous proposez là, on n'a pas besoin de l'international pour le faire, on n'a pas besoin d'investissements étrangers, on n'a pas besoin du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la USAID. Ce sont vraiment des réflexions qui peuvent se faire au niveau local en utilisant les ressources du pays. Si on reçoit un petit coup de pouce, par exemple pour la construction d'un véritable deux centres d'inspection, bon, ça... oui, mais on ne dit pas non, mais la réflexion n'a pas besoin d'être faite dans l'extérieur. Non, absolument pas. C'est ce que je veux dire. D'autant plus que... je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Sous Jean-Claude Duvalier, il y a quelqu'un qui a marqué les annales de la circulation en Haïti, c'est le commandant Jean-Claude Guillaume. Lorsque Jean-Claude Guillaume a été nommé... C'est lui le gars qui avait fait incarcérer sa femme? C'est ce que la rumeur dit, je ne l'ai pas vérifié personnellement, mais c'est en effet ce qu'on disait de lui, que la première victime, entre guillemets, de Jean-Claude Guillaume a été sa propre femme, qui, en tant que femme du commandant, se croyait tout permis, elle se garait n'importe où. Il y a un policier qui gentiment l'a prié de déplacer sa voiture. Ah, non, par contre, qui vous ne pas. Et s'est retrouvé en tôle, à côté du bureau de son mari, qu'il a laissé pendant 2 heures de temps, et puis ensuite l'a fait sortir en disant, ma chérie, nous devons donner l'exemple. Nous devons donner l'exemple. Si je te laisse, toi, faire n'importe quoi, comment vais-je obtenir des autres qu'ils respectent les lettres? Il a également arrêté 3 camions des forces armées d'Haïti de Jean-Claude Duvalier qui envoyaient des soldats à Kinskoff. Il dit, malpropre ça aille au pape Jean de Pétionville. Il parlait des camions, évidemment, pas des soldats. Bon, William... En quelques semaines, Pétionville était méconnaissable. On aurait dit des conducteurs suisses allemands, tellement ils respectaient tout. Et ce n'était pas par peur. Simplement, ils se sont rendus compte que c'est tellement plus facile quand on respecte les règles, plutôt que de créer le bordel, les embouteillages, des blocus, des énervements. Et du gaspillage d'argent avec l'essence. Ça, c'est pour les mesures immédiates, c'est ce que vous avez pu constater. Maintenant, supposons sur... Enfin, c'est déjà immédiate et sur le moyen terme. Sur le moyen, oui. Hein? Et maintenant, sur le long terme, qu'est-ce que vous avez pu constater? Conclure plutôt. Tous les services doivent être mis à contribution. En particulier, bon, il y en a un auquel on ne pense pas souvent, mais qui a toute son importance, c'est le service de signalisation routière. Il existe un service de signalisation routière. Ils sont censés fabriquer ou faire fabriquer les panneaux de signalisation, s'occuper du marquage à la peinture des routes, etc., etc. Bon, ce service, pratiquement, est mort-né. La plupart, ne serait-ce que le nom des rues. Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez le poteau, et puis il n'y a plus de nom des rues. Bon, c'est peut-être un mesure de sécurité nationale. Oui. Dis-donc, si c'est le cas, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ouais. En fait, sous le régime de François Duvalier, il y avait cette stratégie où on enlevait les panneaux qui indiquaient les noms des rues. C'était que la notion, c'est que les étrangers qui devaient débarquer pour faire les invasions ne savaient pas où ils étaient. Les Camoquins. Les Camoquins, oui, absolument. Non, le traçage des voies, les panneaux de signalisation, les feux de circulation,
les panneaux indicatifs des noms des rues, tout ça, c'est la responsabilité du service de signalisation routière. Combien de fois vous vous trouvez dans une voie à sens unique qu'aucun panneau n'a indiqué? Je veux dire, bon, c'est par habitude. Vous et moi, on conduit, on a l'habitude. On arrive là, on sait que on ne peut pas aller plus loin parce qu'à partir de là, c'est à sens unique. Mais imaginons un touriste qui vient, qui loue une voiture. Vous connaissez l'histoire du touriste qui était venu, qui se servait de GPS, Non. et que le GPS les a amenés à Cité Soleil. Il cherchait un restaurant qui s'appelle Le Soleil. Wow. Un bœuf. Maintenant, ce que j'aimerais bien ajouter à tout ça, c'est que tous les services que vous venez d'évoquer, ce sont des services, ce sont des sources de revenus. Les mairies, les travaux publics, parce que quand même, l'entretien des routes en Haïti, hein, systématiquement, on attend que le trou puisse absorber un véhicule avant de commencer à le réparer. Alors que si c'était fait sur une base régulière, on aurait des rues bien lisses, bien propres, et ça coûterait beaucoup moins cher en réparation. Absolument, parce que il s'agit d'entretien, non pas de resurface ou de entretien, le mot qu'on n'aime pas en Haïti. Oui. Mais il y a un bureau qui s'occupe de l'entretien des routes au niveau du ministère des Travaux publics. J'imagine. Et ils ont un budget, il y a une liste. La dernière fois que j'ai vérifié, lorsque nous avions fait l'intervention sur le cabotage, oui, j'avais vérifié au niveau du ministère des Travaux publics qu'il y a tout un budget pour l'entretien des routes. Ouais. Non, mais là aussi encore, c'est tout ça. Il existe. Je vois. Il y a quelques semaines de cela, ils ont, comme on dit, patché toute une partie d'Elma 48. Juste après l'entrée de la résidence du Premier ministre, après le collège de jeunes filles, dans cette zone-là, c'était plein de trous, etc. Ils ont patché. Mais ils sont arrivés avec des engins lourds. Ils ont mis une semaine pour faire. Des 15 tonnes. Et puis plein d'ouvriers, des brouettes, des tout. Bon, ça a pris... Non, ça a été fait assez rapidement. Ça a été fait assez rapidement, mais si, au lieu d'attendre que la route soit complètement dégradée et faire un travail qui va couvrir, je ne sais pas, sur 15 ou 20 mètres, dès qu'il y a un petit trou, vous envoyez une petite boquette de bitume avec un petit rouleau à la main. En fait, vous savez, l'une des sources d'emploi le plus stable dans une économie, c'est vraiment la construction des infrastructures et l'entretien des infrastructures. Donc, nous parlons d'un pays où le taux de chômage dépasse 40%. Vous savez, l'entretien des routes pourrait contribuer énormément à la création d'emplois. Plutôt que de travailler, par exemple, il y a tellement de zombies à l'intérieur du système. Ou des gens qui sont payés et qui ne sont jamais présents. Alors qu'il y a un budget, ça veut dire qu'il y a des fonds qui pourraient être alloués à l'entretien de ces routes. Tout à fait. Maintenant, est-ce que vous pensez que le transport en commun pourrait peut-être jouer un rôle dans l'aménagement du transport en commun? Tout à fait. Et là, je reprends l'idée que vous aviez suggérée la dernière fois, c'est qu'en accord avec les services de la circulation, les mairies, enfin tous les services concernés, on trace un certain nombre de grands axes qui seraient réservés à des autobus, lesquels seraient gratuits, avec des arrêts bien marqués. Pas question d'arrêter l'autobus sur un simple claquement de doigts au milieu de la chaussée de Comme si on appelait un chien. Exactement, non. Vous allez prendre l'autobus là où il y a un arrêt d'autobus, comme dans tous les pays organisés. Ouais. Okay. Et les artères de l'intérieur pourraient être servis pour les tap-tap et les motocyclettes. Voilà, exactement. Eh bien bon, Serge, merci infiniment. Ça a été... Un dernier mot que je voudrais répéter. Messieurs les motocyclettes, vous êtes astreints aux mêmes règles de la circulation que les automobiles. Tout ce que les automobiles peuvent ou ne peuvent pas faire, ça s'applique aussi aux motocyclettes. Bon. Bon, monsieur motocyclette, nous tendez
créole parler, créole comprendre. Pas dire en créole, même qu'à dire en créole. Même règle qui va là pour machine, il va là pour moto, yo tout. Donc, à faire de le nap monter et sur route Delma et que on tient embouteillage, nous jambes, nous prenons bord gauche pour nous, et puis nous arrivons en face machine cap descend, pas gain ça. Bon. Eh bien, bon, merci Serge, ça a été assez innovateur et je vous remercie d'avoir mené ces recherches et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait pu élucider tout ça, porter tout ça à la connaissance de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Eh bien, à la prochaine. Et surtout, il ne faut pas tarder. Il faut commencer tout de suite. Ça, il faut dire ça aux politiciens. Oui, non, il faut commencer tout de suite, messieurs les responsables. Il faut se mettre au travail immédiatement. Il faut se mettre au travail immédiatement et travailler sur tous ces points-là en même temps. Sinon, dans peu de temps, la circulation deviendra, je le répète, non pas seulement cauchemardesque, mais impossible. Et si on disait, déclarons un état d'urgence sur la question de la circulation dans le pays? Ah, si vous me demandez mon avis, je dis 1000 fois oui. Bon, 1000 fois oui. On déclare état d'urgence. En fait, l'État déclare état d'urgence et s'occupe spécifiquement de régler le problème de la circulation sur une période de 12 mois. Merci Serge. Merci William. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.